Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Service Gagnant, l'émission des sports de raquettes. On est ravis de vous retrouver pour le 2e épisode de l'année. Driss Kamel est toujours là pour m'accompagner. Corentin Guiraud-Tardy et Pierre-Louis Rossilol sont les chroniqueurs du jour. Cette semaine marque le coup d'envoi du premier grand chelem de l'année en Australie. Mais avant d'en parler, on accueille aujourd'hui sur Service Gagnant Olivier Mahéro, coach du Nice Cavigal Tennis de Tarbes présent en Pro B. Mais avant ça, débutons tout de suite par le traditionnel Flash Info. Journée mitigée en qualification de l'Open d'Australie pour les tricolores. Arthur Géa, Lucas Van Haché et Pierre Hugerbert s'imposent tous les trois en seulement 2-7. On les retrouvera dès demain dans la nuit pour essayer d'accéder au tableau final. En revanche, c'est une fin de parcours pour Hugo Grenier et Titouan Droguet qui se sont tous les deux inclinés en 2-7. Chez les femmes, c'est l'hécatombe. Aucune des trois Françaises n'a gagné cette nuit. Fiona Ferro, Harmonie Tan et Chloé Paquet voient leur rêve de participer à ce grand chelem s'envoler. En badminton, Christo Popov se qualifie en 8e de finale de l'Open d'Inde. Une qualification dans la douleur, le Français partait favori contre son adversaire du jour Wang Zhuzhei, mais il a dû réaliser un exceptionnel retournement de situation pour remporter en 3-7 sa rencontre. Prochain match demain en simple et également en double avec son frère. Milos Raonic range la raquette. La légende du tennis canadien a annoncé sur ses réseaux sociaux prendre sa retraite. Ancien numéro 3 mondial, il avait notamment atteint la finale de Wimbledon en 2016. Connu pour son service surpuissant, il a remporté 8 titres et atteint 15 finales, dont 4 en Masters 1000. Semaine de préparation pour l'Open d'Australie chez les Français à Adélaïde. Seul Hugo Humbert est rescapé et jouera son quart de finale demain contre Shevchenko. Quentin Alice s'est incliné aujourd'hui contre Machak. À Auckland, Giovanni Mpetshi-Perricard lui aussi jouera son quart demain contre Jakub Mensik. Le tricolore a éliminé cette nuit Cameron Norrie. Et pour finir, à Glasgow, c'est Clément Chidek qui va défendre le drapeau français pour aller en demi-finale. Accueillons désormais notre invité du jour. Match point. On accueille aujourd'hui sur notre plateau Olivier Mahéro, coach du Nice Cavigal Tennis de Tarbes, club évoluant aujourd'hui en Pro B, le 2e échelon en championnat par équipe en France. Bonjour monsieur Mahéro. Bonjour. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Bonjour, je m'appelle monsieur Mahéro Olivier, je suis coach de la Pro de Nice depuis 25 ans, depuis 2000. Enfin, on est monté en Pro en 2004, donc ça fait en gros 17 ans avec les montées et les descentes que je coach la Pro B et la Pro A, puisqu'on a été jusqu'en Pro A. Comment vous êtes arrivé à faire du tennis de table ? Alors c'est étrange, parce que moi j'étais footeux à la base. Comme tous les footeux, on va jouer au ping-pong sous le préau quand il pleut, etc. Au collège. Et en fait, dans mon collège où j'étais, il y a eu une démonstration de jeunes à l'époque, de tout petits gamins qui jouaient. Et voilà, ça m'a intéressé. Je suis allé voir et vu que le football tournait pas très bien, les mentalités n'étaient pas bonnes, alors que dans le tennis de table, c'est comme un peu un sport de combat. Il y a des traditions, il y a du respect, etc. Donc ça m'a plus attiré que le foot, du coup. Et vous êtes arrivé à quel niveau en tant que joueur ? En tant que joueur, j'étais un bon joueur de national. Voilà, j'ai presque fait partie des 1000 meilleurs joueurs français. Donc il y a 230 000 licenciés, c'est pas si mal. Et comme je dis, 66 millions, normalement je ne dois pas perdre un non licencié. Donc 1000 sur 66 millions, c'est pas si mal. Effectivement. Et comment et quand vous êtes passé de joueur à bénévole, coach pour un club ? J'étais joueur en national, je jouais à Villeneuve-Loubet à l'époque, et le président de Nice a créé, à l'époque, ça s'appelait le CPC, il a voulu créer un gros club à Nice. Donc il a fait venir des joueurs de Villeneuve-Loubet et de, à l'époque, la Trinité. On était toute une bande de potes et on s'est rejoints. Et voilà, et puis de fil en aiguille, je jouais, et puis des opportunités sont faites pour devenir entraîneur. Moi, à l'époque, je faisais la fac de sport, je voulais être prof de sport. Ça s'est pas fait parce que, en fait, si j'avais mon concours, il fallait que je parte dans le Nord. Moi, je suis un mec du Sud, c'est pas possible. Et donc, du coup, on m'a proposé un emploi jeune et c'est comme ça que j'ai commencé. Et que fait concrètement un coach d'une équipe professionnelle en tennis de table ? C'est quoi vos missions ? Les missions à Nice sont différentes si jamais j'étais sur mon propre centre d'entraînement, puisque nous, on n'a pas de salle spécifique, donc les pros ne peuvent pas s'entraîner. Mais sinon, un coach comme moi je fais, c'est la gestion de toute la logistique de l'équipe pro, que ce soit du petit pansement au voyage, à l'hôtel, à la nourriture, etc. De l'organisation, de la préparation d'avant-match, de l'organisation d'après-match, de l'organisation pendant le match. D'accord. Et en 2001, vous partez de régional, et en 2010, vous accédez à la Pro A, le plus haut échelon français. Comment tout cela, ça s'est construit ? En fait, on est parti en 2000, donc de la régionale, et en 2004, on était en Pro B déjà.
Okay. ce qui était la première fois en France dans l'histoire. Ça s'est fait parce que avant les années 2000, il n'y avait pas d'argent dans le tennis de table. Et en fait, nous, on a eu la chance d'être une bande de copains. Et parce qu'en fait, il y a des revêtements qui coûtent très cher, la licence, ça coûte cher, etc. Et le président de l'époque nous a proposé, via des sponsors, de ne plus payer notre matériel et d'aller dans ce club. Donc on était, entre guillemets, un peu les meilleurs jeunes du coin. Et puis on est parti à l'aventure. Et de fil en aiguille, puis il y a eu un recrutement d'un fort joueur, plus un fort joueur. Et puis voilà, quoi. Okay. On s'est retrouvés là-haut. Et puis après, la Pro A, c'est un concours de circonstances incroyable. Parce qu'en fait, à l'époque, on est monté avec le plus petit ratio de points. Parce qu'en fait, l'équipe favorite, un des joueurs est devenu papa et a arrêté le tennis de table et a fait un break. Et nous, on était bien placés à ce moment-là. Et le deuxième meilleur joueur de leur équipe s'est blessé. Donc on était deuxième, on est passé premier à la fin, mais en théorie, on n'aurait pas dû monter, puis on est monté. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est votre meilleur souvenir, cette montée en Pro A, ou vous en avez un autre? En fait, c'est pas spécialement le meilleur, parce qu'en fait, on l'a su 3 mois avant qu'on allait monter, puisqu'on avait des points d'avance, et avec l'abandon de ces joueurs-là. Donc en fait, c'était de formaliser la montée le dernier jour. Mais oui, bien sûr, c'est un truc de fou. Mais la première échéance, c'est la première montée en pro. Oui, ça, c'est vraiment c'était un rêve de fou, quoi. On venait de nulle part et puis on est arrivé dans quasiment le meilleur échelon national, donc c'était fou. D'accord. Et justement, en 2016, vous êtes relégué en national. Comment vous avez vécu ce moment? Alors, on est relégué déjà par pas mal de concours de circonstances. Notre meilleur joueur, pareil, ça nous est arrivé à nous aussi. Il est devenu papa, il a été moins performant dans la première phase. Et en fait, des équipes qui alignaient pas les meilleurs joueurs normalement sur nous, parce qu'on faisait partie même des favoris pour la montée, et on s'est retrouvé à descendre. Donc en fait, il a été pas très performant dans la première phase, très très performant dans la deuxième, mais ça n'a pas suffi pour rattraper. Et on est descendu d'un set sur l'ensemble du championnat. C'est-à-dire à l'époque, c'était 22 matchs, donc 11 allers-retours, et on est descendu pour un set. Donc très compliqué de digérer, ça a été sûrement le pire souvenir. Ouais. D'accord. Mais vous êtes remonté depuis, et en 2024 et 2025, vous terminez respectivement 2e et 4e, mais vous inclinez en phase finale. Qu'est-ce qui vous manque peut-être pour aller au bout? Est-ce que Alors, pareil, c'est toujours, de toute façon, dans le sport, il faut toujours un peu de chance. L'année où on finit en finale, il y a 2 ans, on a de la chance parce que notre équipe qui était en face nous avait gagné 3-1 chez eux, c'était Bruyl, avec le phénomène Flavien Coton qui tourne à l'heure actuelle, qui est 30 mondial, qui a 17 ans, enfin 18 bientôt. Et en fait, ils avaient un très très fort joueur qui était top 50 mondial et qui n'a pas pu se déplacer. Et au match retour, ils étaient sans lui. Et puis on a fait l'exploit de gagner 3-0 et 3-7-0 tous les 7. On est passé au 7. On avait bien commencé la finale, on était un partout. Un de mes joueurs s'est blessé pendant un match. Et on a perdu 3-1. Et le match retour, forcément, avec un de nos meilleurs joueurs qui était blessé, on jouait 3 jours après. Impossible de changer, de le faire récupérer ou quoi que ce soit. Donc, c'était fait une déchirure de l'adducteur. Oui. Et donc on s'est incliné chez eux 3-0. Mais sur un autre concours de circonstances, on aurait pu monter, ce qui aurait été fou, puisqu'on avait été repêché l'année d'avant et on pouvait se retrouver l'année d'après en Pro A, ce qui était complètement fou, quoi. Et aujourd'hui, vous avez des joueurs dans votre effectif, vous avez des joueurs roumains, français et même un russe. Comment il se construit justement cet effectif? L'effectif, c'est un peu comme au supermarché. Il y a comme dans le football, etc. Ça marche exactement dans le même système. Il y a des joueurs qui sont sur le marché. Ils ont une valeur pécuniaire. Et en fonction de nos moyens, on achète. C'est comme dans le sauf foot. Que nous, on ne vend pas. Ouais. C'est comme dans le foot, c'est un marché de transfert en fait. Ouais, c'est un marché de transfert, sauf qu'on paye les transferts. Par contre, quand ils s'en vont, on ne récupère pas d'argent. Oui, donc c'est un mauvais ratio, quoi. C'est que de la dépense. Effectivement. Cette année, maintenant on va parler un peu de cette année, vous avez, avec des rencontres en moins par rapport aux autres, vous êtes avant-dernier à 4 journées de la fin. Comment vous analysez votre saison pour l'instant? En fait, on a fait un très bon début de championnat, puisque à la 5e journée, on avait 4 victoires. Donc on était 2e du championnat. 2 journées plus tard, en fait, on a perdu 2 fois, une fois 3-0, une fois 3-1, ce qu'il ne faut pas avec cette formule, puisque la victoire est 4 points et chaque point compte. Donc quand on prend 3-0 ou 3-1, on se met dans le dur. Là, on est avant-dernier, ça ne reflète pas vraiment, parce que si par exemple on gagne Lille, on passe 5e. Si on fait un bon résultat sur Chartres et qu'après on gagne Nantes, ce qui est entre guillemets ce qu'on espère faire,
on se retrouverait au play-off, quoi, dans les 5 premiers. Donc ça ne veut pas dire grand-chose puisque Compiègne a presque fini son championnat et ils ont juste 4 points d'avance. Ils sont à une victoire de nous, quoi, voilà, par exemple. Mais bon, tout peut arriver dans le sport, donc on verra bien. Si jamais on doit descendre, on descendra, quoi. Justement, vous avez parlé vous gagnez 3-0, 3-1. Est-ce que vous pouvez rappeler c'est quoi le format d'une compétition en championnat par équipe? Le format, c'est le format olympique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 joueurs qui font 2 matchs et un joueur qui fait un simple. Donc ça va en 5 points. Et voilà, tous les points comptent. Le premier arrivé en 3, le match s'arrête. Par contre, on ne va pas jusqu'au bout. D'accord. Donc si on est 2-2, on a la chance de pouvoir jouer ce point bonus qui est le 4e point. Et si on est à 2-0, on espère ne pas prendre 3-0. Et le championnat, c'est quoi? Aujourd'hui, la formule, c'est 11 journées, c'est ça? En fait, c'est 11 journées de phase aller, une qualification pour les playoffs et les playdowns. Donc de 1 à 6 qualifiés pour les playoffs, 7 et 8, de 7 à 12 qualifiés pour les playdowns. Mais bon, 7 et 8, ils sont protégés parce qu'ils sont directement en demi-finale des playdowns. Donc ils ne peuvent pas descendre. Et après, de 6 à 1, ça joue la montée. Voilà. D'accord. Et vous affrontez dans 3 jours Lille, donc la reprise. Comment vous abordez cette rencontre? Avec beaucoup de tension, parce que malgré tout, Lille, c'est une équipe qui n'aurait pas dû être là dans ce championnat, puisque c'est une très très forte équipe. Okay. C'est le sport, leurs joueurs ne jouent pas très bien cette année. C'est sur eux qu'on a perdu l'année dernière, aller-retour, en demi-finale. Donc c'est triste. Mais c'est une équipe qui nous pose beaucoup de problèmes, qu'on n'aime pas trop jouer. On verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Et c'est quoi les objectifs pour cette saison et peut-être pour les saisons d'après? Déjà d'essayer de se maintenir, et si par hasard on devait descendre, c'est remonter. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026 justement? 2026, des victoires. Des victoires. Écoutez, merci beaucoup Monsieur Mahéro pour cette interview. Donc on vous attend à Lille? Non, c'est à domicile. Nice, à domicile. Avec quelle salle? Salle Raoul Dufy à 17h. D'accord, merci beaucoup Monsieur Mahéro. On va passer tout de suite aux chroniques maintenant sur l'Open d'Australie. Alors que l'Open d'Australie a débuté cette semaine avec les qualifications, qui sont les favoris, Corentin? Eh bien, Driss, il n'y en a pas beaucoup que l'on peut attendre pour remporter le premier Grand Chelem de l'année. Pour moi, il y a vraiment 2 gros prétendants, et forcément, on va parler de Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, à commencer par l'Italien Sinner, qui est le grand favori. Tout simplement, il est le meilleur joueur sur dur depuis maintenant 2 ans. Il reste sur 2 titres, en 2024 et 2025 à l'Open d'Australie. Et il y a aussi une bonne dynamique depuis l'US Open, avec 21 victoires sur ses 22 derniers matchs. Puis, il y a Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, qui a gagné 2 grands chelems l'an dernier. Et bien que l'Open d'Australie ne lui ait jamais réussi, il a continué à travailler pour pouvoir arriver en force sur ce tournoi. Il va être intéressant de voir comment il se comporte, car il l'a dit lui-même, l'Open d'Australie, il est son objectif majeur cette saison. En tout cas, ces 2 hommes se partagent les titres du Grand Chelem depuis 2024, et il est dur de voir quelqu'un d'autre remporter le tournoi. Ça veut dire que tu ne vois pas Novak Djokovic remporter le titre cette année? Eh bien non. Je le vois comme un outsider crédible, car à 38 ans, il reste le meilleur joueur de circuit derrière les 2 monstres. Mais je trouve que son physique est en train de lâcher petit à petit, et on l'a vu l'an dernier, c'est un joueur qui a du mal à aller au bout des tournois sur 2 semaines. Pour moi, il a encore les capacités de battre Sinner ou Alcaraz sur un match, mais de battre les 2 consécutivement, ça me paraît vraiment impossible. En tout cas, si jamais un des 2 venait à contre-performer, Novak, ce qui est sûr, c'est qu'il ne manquera pas son occasion et jouera ses cartes à fond. Et est-ce que pour toi, il y a d'autres joueurs qui sont dangereux pour Sinner et Alcaraz? Oui, j'en ai noté quelques-uns. On va commencer par Daniil Medvedev, qui malgré une saison mauvaise l'an dernier, a quand même fait dans sa carrière 6 finales de Grand Chelem et en a remporté 1 en 2021. Cela montre qu'il a encore qu'il a les capacités d'aller au bout. Et en plus, il vient de taper très fort dès le début d'année en remportant le premier tournoi à Brisbane la semaine dernière avec un niveau de jeu très solide. Il peut vraiment être un problème pour Yannick Sinner ou Carlos Alcaraz, on l'a déjà vu dans les années passées. Et en plus, son classement fait qu'il peut les affronter en quart, ce qui ne serait vraiment pas un cadeau pour les 2 hommes. J'ai aussi choisi Ben Shelton, même si j'aurais pu vous parler de Bublik ou de Zverev.
Mais je pense que l'Américain, c'est un joueur qui peut vraiment poser des problèmes à tout le monde. L'an dernier, il a réalisé une très belle saison en montant à la 6e place du classement. Et c'est aussi une très belle année dans les grands chelems, puisqu'il a connu de très très bons résultats dans cette catégorie. En effet, il reste sur une demi-finale l'an dernier dans le tournoi. Et c'est un joueur très dangereux qui possède un énorme service et un très très gros coup droit de gaucher. Mais on le sait aussi, il adore les grosses ambiances et les gros matchs. Il est capable d'élever le niveau de jeu dans ce genre d'événement. Et contre les meilleurs. À voir maintenant si ces joueurs seront capables de réaliser l'exploit et de soulever le trophée dans presque 2 semaines. Sinner, Alcaraz et Djokovic arriveront sans avoir participé à un tournoi. Merci Corentin. Comme chaque année, le tournoi innove. Pierre-Louis, tu vas nous parler des nouveautés, mais aussi des invitations distribuées. Ça y est, le premier grand chelem de la saison a donné son coup d'envoi. Ce dimanche, il fait partie des 4 plus grands tournois de l'année avec Wimbledon, l'US Open et Roland-Garros. Comme d'habitude, il se joue à Melbourne, au sud-est de l'Australie. Il est considéré comme l'un des tournois les plus difficiles. Cela s'explique par des conditions de jeu parfois extrêmes. Il s'entraîne et dispute des matchs sous une chaleur excessive, atteignant parfois le pic des 43 degrés. Cette année, le tournoi a sorti le carnet de chèques. La dotation totale, annoncée par les organisateurs, avoisinera les 111 millions de dollars, soit une augmentation de 16% par rapport à la dernière édition. Les vainqueurs du tournoi, eux, toucheront une somme bien plus élevée que dans les autres éditions. Elle sera de 4,15 millions de dollars australiens, soit 2,32 millions d'euros. Les perdants du premier tour du tableau final empocheront 85 000 euros. Ceux battus au premier tour des qualifications verront leur prize money s'élever à 23 000 euros. Une concurrence entre l'US Open et l'Open d'Australie s'installe au niveau de l'argent distribué. L'US Open en 2025 avait élevé sa dotation finale à 90 millions de dollars. Les vainqueurs en remporteront 5. Mais y a-t-il une autre nouveauté dans ce tournoi, Pierre-Louis ? Un nouveau concept a enflammé aujourd'hui la Rod Laver Arena. Il s'agissait du $1 million One Point Slam. Des joueurs professionnels comme Carlos Alcaraz ou Iga Swiatek affrontaient des joueurs amateurs. Les matchs se jouaient en un seul point. Les joueurs professionnels n'avaient qu'un seul service, alors que l'on pensait que l'un d'entre eux allait s'imposer. C'est bien un amateur qui était allé au bout. Il s'agit de Jordan Smith. L'Australien a éliminé sur son passage Anisimova ou encore le champion en titre de l'Open d'Australie, Yannick Sinner. Il a empoché la jolie somme d'$1 million australiens, soit environ 600 000 euros. Carlos Alcaraz, lui, s'est incliné face à Maria Sakkari, la joueuse grecque. Côté français, Arthur Hinderknecht a perdu face à Amanda Anisimova. Moment embarrassant pour Corentin Moutet, le Français a loupé son retour de service face à un amateur de 49 ans. Revenons au tournoi principal. Pierre-Louis, qui sont les heureux élus des wildcards ? L'Open d'Australie a délivré de nombreuses wildcards, donc des invitations à rentrer dans le tableau principal, sans savoir le classement nécessaire. Parmi ceux invités, nous pouvons retrouver Jordan Thompson ou Christopher O'Connell. Ce sont des Australiens invités par leur propre fédération qui sont redescendus au classement ATP. Une autre wildcard paraissait évidente pour les fans de tennis. Il s'agit de Stan Wawrinka, la légende du tennis, vainqueur à Melbourne en 2014, annoncé sa dernière saison. Une invitation était donc évidente et il l'a eu. Une dernière wildcard consigne un Français et c'est bien Kirian Jacquet, l'heureux élu. Il en bénéficie grâce au partenariat entre les fédérations australiennes et françaises de tennis. De quoi récompenser sa belle saison 2025, conclue par des titres en Challenger et une 128e place. Le tirage au sort du tournoi se tiendra demain à 4h30 du matin. Merci Pierre-Louis. Quoi de mieux pour terminer cette émission que le quiz ? Driss, c'est toi qui nous as préparé ce quiz, donc nos chroniqueurs et Monsieur Maero est là pour participer à ce quiz donc sur l'Open d'Australie, si je dis pas de bêtises, Driss. Exactement, quiz spécial sur l'Open d'Australie. Comme d'habitude, on commence par une question vraiment simple et on va monter peut-être un peu crescendo. Bon, il y a un peu de tout. Alors, ça va aller très vite, ça va être une question de rapidité. Dans quelle ville se déroule l'Open d'Australie ? Melbourne. Ok, bon, vous l'avez quasi tous dit en même temps. Il l'a dit dans sa chronique en plus. Il a dit dans sa chronique, vous l'avez dit tous en même temps. On va pas la compter celle-là. Donc là, on va augmenter quand même un tout petit peu la difficulté. Quel est le nom du trophée en simple ? Le trophée, alors, c'est le trophée... C'est vraiment bien monté. C'est pas Norman... Norman quelque chose. T'as le début. Ah, j'ai pas la suite. C'est le trophée Norman...
Ah, j'aurais pas le nom. Vous avez pas autour de la Non. table? Non. Jamais Alors, entendu le nom. C'est le trophée Norman Brooks. Ok. Et il a ce nom parce que c'est l'ancien président de la Fédération australienne de tennis sur gazon. De tennis sur gazon, parce que Exactement. ça je savais pas, apparemment. Les fédérations elles étaient séparées du coup. Exactement, les Ok. fédérations s'étaient séparées avant. Ah, le trophée est beau, hein, moi je trouve. Et je préfère le trophée féminin, moi, avec la longue tige, Ah ouais, c'est la longue vrai. tige en dessous. C'est vrai. Alors, prochaine question. Depuis le début de l'ère Open, quel est le pays le plus titré à l'Open d'Australie? Chez les hommes, hein, bien sûr. Ça doit être les C'est États-Unis. les États-Unis. Ouais. Ouais, il a C'est les dit en États-Unis. premier. Ouais, Connors et tout. Je donne un point en plus si vous me donnez le chiffre. Celui qui se rapproche le plus. 32. Oula, là c'est peut-être un peu haut. Non. C'est peut-être un peu haut. 21. Euh, Ah, depuis l'ère Open. Depuis la Ah Open, oui, eh oui. Depuis l'ère Open. 21. Ah, vous pouvez retenter votre coup. 17 de en avant. moi je pense qu'il y en a un peu moins, je pense qu'il y en a genre moins, 14. ouais. Déjà, il y a Djokovic qui en a gratis de la moitié de l'ère Open. Federer, ouais, je dirais 16, 17. C'était 14. Oh non. Donc t'as 2 points. 14, j'ai compté par rapport à Connors et tout. Bon, c'est surtout Agassi et Sampras qui en ont pris pas mal aussi Ah, hein, oui, pour mais les oui. États-unis. Ouais. Et c'est suivi de la Serbie avec 10. Ouais. Avec qu'un seul Ouais, homme, ouais, bien un sûr, seul hein, homme. Novak Djokovic. Alors ensuite, quel est le seul joueur à avoir remporté l'Open d'Australie en simple messieurs sur 3 décennies différentes? Sur 3 décennies différentes. Ah, c'est Lendl. Non. Non, pas sur Lendl. 3 décennies 3 différentes. décennies différentes. C'est peut-être Roger, hein. Non, c'est pas Non, Roger. C'est pas non, Roger non. Non. Mais non. 3 décennies différentes. On peut avoir les 3 décennies. André Agassi, Les 3 décennies, c'est les 3 dernières. 90, 2000. Ah bah, bah, c'est Djokovic. Djoko, Bah oui, ouais, on est ouais, fous, nous. 2000, 2010, 2020, mais oui, on est. Ça paraît évident, c'est le plus c'est- titré en plus. hein. Et on est fous. Bon, du coup, Léo avec 3 points, bon, il a déjà gagné le quiz, mais on va quand même continuer hein, Il nous a éteints. pour le beau jeu. Et la dernière question, à l'ère Open, et je précise bien à l'ère Open, quelle est la femme qui a le plus de titres en simple? Margaret Court. Non, justement, c'est pour ça que j'ai précisé Ah, à l'ère Open. Open. Serena Williams. Exactement. Serena, bien joué. Serena Williams avec 7 titres et Margaret Court, comme tu l'as dit, Elle en a Si. plus, mais il y en a beaucoup qui sont pas dans les Open. exactement, elle en a 11, mais seulement 4 à l'ère Open. Oui, bien sûr. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette nouvelle émission de Service Gagnant. Merci encore une fois à Monsieur Maëro Pas de soucis. d'être venu sur notre plateau. Avec On plaisir. se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. On vous débriefera bien sûr l'Open d'Australie. Passez une bonne soirée.